Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui touche beaucoup de monde. Pourquoi est-ce si difficile de rester concentré et discipliné sur le long terme? Oui, une question essentielle. On a souvent plein d'enthousiasme au début et puis... Et puis ça retombe. Exactement. On va explorer ça en s'inspirant de textes basés sur The Practicing Mind de Thomas Sterner. L'idée centrale, c'est de peut-être regarder les choses différemment, se focaliser moins sur le but et plus sur, sur le fait de faire. C'est ça. Alors, le point de départ de notre source, c'est cette observation, assez commune finalement. On démarre un projet, une nouvelle habitude avec énergie. Et puis, face aux obstacles, ou même juste à la routine, la motivation s'érode. Oui, la patience manque. Et le texte identifie une cause assez profonde. On est trop souvent obsédé par le résultat final. Tellement focalisé sur où je veux arriver qu'on en oublie comment je fais maintenant. Exactement. Et c'est là qu'intervient ce concept clé de l'esprit en pratique. L'idée, c'est pas juste d'être patient, hein, c'est de vraiment s'immerger dans l'action présente. Se plonger dedans. Oui, trouver une certaine satisfaction dans l'acte lui-même, dans chaque étape, sans cette anxiété constante du «est-ce que j'y suis bientôt?» Ça apporte un calme mental et ça permet une amélioration plus sereine, plus progressive. C'est intéressant parce que ça semble un peu contre-intuitif. Pour atteindre un but, il faudrait presque l'oublier un peu. Disons, détacher son bien-être émotionnel du résultat final. L'auteur montre bien comment cette fixation sur l'objectif crée une tension, une peur d'échouer qui, en fait, peut nuire à la performance. Comme l'étudiant qui ne pense qu'à la note. Voilà, parfait exemple. Chaque révision est stressante, alors que celui qui se concentre sur le fait de comprendre, d'apprendre, petit pas par petit pas, Comme apprendre le piano, mesure après mesure. exactement. Celui-là, non seulement il apprend souvent mieux, mais il vit l'expérience de manière plus agréable. Moins d'anxiété. Et le bon résultat, il arrive souvent comme une conséquence naturelle. C'est presque un bonus finalement. C'est un peu ça. Et ça résonne particulièrement aujourd'hui, non? Dans notre monde hyper connecté, plein de distractions. Ah oui, absolument. Les notifications, les réseaux sociaux, tout ça c'est un peu l'ennemi de cet esprit en pratique. On est bombardé d'appels à l'attention. Et cette culture de l'immédiateté, on veut tout, tout de suite. Tout à fait. Et ça nous rend terriblement impatients. Si on ne voit pas de résultat rapide, hop, la frustration monte. Et on est tenté de laisser tomber. On perd cette capacité à s'investir dans la durée, profondément. Bon, alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? La source donne des pistes concrètes, j'imagine? Oui, heureusement. Elle ne fait pas que décrire le problème. Une des clés proposées, c'est la pleine conscience. Le fameux mindfulness ou sajagata. Être présent à ce qu'on fait? Volontairement présent. C'est essentiel pour la discipline, pour contrer les distractions, qu'elles soient externes, comme le téléphone, ou internes, comme nos propres pensées qui vagabondent. Les inquiétudes sur l'avenir, les regrets du passé. Voilà. Et pour cultiver ça, des techniques simples sont suggérées. Par exemple, le monotâche, choisir de faire une seule chose à la fois. Ça paraît simple, mais c'est un vrai défi aujourd'hui. C'en est un. Mais c'est un entraînement puissant pour l'esprit. Se concentrer sur ici et maintenant. Et quand l'esprit, par ailleurs, ce qui arrive tout le temps, Oui, c'est normal. utiliser des ancrages. La conscience de la respiration, par exemple. Juste remarquer qu'on respire. Ça ramène au présent. Ou alors une autre technique, ralentir volontairement. Ralentir, comment ça? Faire certaines actions du quotidien plus lentement, en y prêtant attention. Se brosser les dents, boire son café. Au lieu du pilote automatique, on réinvestit l'instant. Je vois. Il y a aussi une suggestion d'exercice plus formel, il me semble, une sorte de pratique régulière. Oui, la source mentionne la méditation quotidienne. Pas besoin de faire long, hein. 5 ou 10 minutes, ça peut déjà être bénéfique. Et l'objectif, c'est pas forcément spirituel. Non, pas nécessairement. C'est présenté vraiment comme un entraînement de l'attention, comme aller à la salle de sport, mais pour son esprit. Apprendre à observer ses pensées sans s'y agripper, à revenir au calme, ça renforce cette capacité à rester centré. D'accord. Et le bénéfice de toute cette approche, de cet esprit en pratique, il serait double, si je comprends bien. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. D'un côté, oui, on devient plus efficace pour atteindre nos objectifs, parce qu'on est plus concentré, moins paralysé par le stress du résultat, que ce soit au travail, dans les études, pour apprendre une compétence. On avance mieux, paradoxalement, en se focalisant moins sur l'arrivée. Voilà. Et d'un autre côté, et c'est peut-être là le gain le plus profond, on transforme notre expérience de vie. Le parcours lui-même devient source de satisfaction. Au lieu de toujours courir après quelque chose. On apprend à apprécier le chemin. La vie est moins une course d'obstacles vers un futur idéal, et plus une expérience vécue, là, maintenant. Plus équilibrée, plus heureuse en fait.
Donc pour résumer, la clé serait moins dans la volonté pure et dure que dans une sorte de rééducation de notre attention. Déplacer le projecteur du résultat final vers la qualité de notre engagement au jour le jour. C'est une excellente synthèse. Moins de tension vers le futur, plus de présence dans l'action. C'est un vrai changement de perspective sur ce que signifie réussir finalement. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Et si le véritable succès, celui qui nourrit vraiment, ne se trouvait pas seulement dans l'objectif atteint, mais dans la richesse de l'expérience, dans la qualité de cette pratique quotidienne? Peut-être que le cheminement est en soi une forme de destination réussie. C'est une belle façon de le voir. Une piste à explorer. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des sources qui parlent de discipline, de concentration, comme des clés pour réussir. L'idée, c'est de voir comment ces textes nous proposent d'atteindre nos objectifs en se focalisant sur le chemin, plutôt que sur la ligne d'arrivée, et comment développer la patience nécessaire. Oui, un sujet très actuel. On vit dans une époque qui veut des résultats immédiats, tout de suite. Et ces écrits, ces textes sur la maîtrise de soi, ils proposent un peu le contraire, miser sur la durée, sur le processus. Alors, justement, pour s'ancrer dans ce processus, il y a une technique simple qui est mentionnée pour contrer un peu la dispersion, le 5-4-3-2-1. Vous savez voir 5 choses, toucher 4 objets, entendre 3 sons, sentir 2 odeurs et goûter une saveur. Une sorte de remise à zéro sensorielle, pour revenir à l'instant présent. C'est intéressant ce retour au présent. Et ça nous amène directement à l'idée centrale de ces textes. Se concentrer sur la procédure. Sur le comment faire, bien plus que sur les résultats. Parce que se focaliser uniquement sur le but, ça crée souvent de l'impatience, du stress, on se compare, et on risque d'abandonner. D'accord. Mais alors, comment on tient? Si on se concentre que sur le processus sans voir de résultats concrets tout de suite, ça peut être frustrant, non? Les sources parlent beaucoup des petits gains quotidiens. C'est ça? Exactement, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de valoriser chaque petite avancée. Même minime. Les textes soulignent la puissance de cette idée d'amélioration de 1% par jour. Ça peut paraître peu, mais sur un an, ça ferait qu'on deviendrait, en théorie, 37 fois meilleur. Ah oui, l'effet cumulé. Voilà. Et c'est cette constance, cette pratique quotidienne qu'on retrouve chez des figures comme Edison ou Federer, qui sont cités en exemple. Leur succès, ce n'est pas présenté comme un éclair de génie, mais comme le résultat d'une pratique acharnée, jour après jour. Ce qui nous amène logiquement à la patience. C'est décrit comme le socle, la base de la maîtrise, quel que soit le domaine. Elle aiderait à gérer les difficultés plus calmement. C'est ça. Elle s'oppose vraiment à cette culture de l'instantanéité qui nous pousse à l'impatience. La patience, c'est accepter que ça prend du temps, que ça demande des efforts constants. C'est ça qui permet de rester engagé longtemps. Et pour cultiver cette endurance, quelles stratégies sont proposées? J'ai noté l'idée d'apprendre à aimer le processus lui-même, de célébrer les petites victoires, et aussi d'éviter de se comparer aux autres, sauf peut-être à soi-même, à sa version passée, et la flexibilité face aux obstacles. Oui, la flexibilité est clé, très importante. Il ne s'agit pas de laisser tomber l'objectif, mais d'être prêt à changer de stratégie si ça ne marche pas. Il faut accepter que le chemin n'est pas toujours droit. Parfois, il faut faire des détours, ajuster son approche. Parlons maintenant de la concentration. Entraîner son esprit à rester focus, c'est un vrai défi aujourd'hui. Avec les téléphones, les notifications, les textes parlent de pratiques intentionnelles ou délibérées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En quoi c'est différent de juste répéter ou passer du temps sur quelque chose? La différence est fondamentale. La pratique intentionnelle, comme c'est décrit, c'est une démarche active, ciblée. On s'entraîne en étant très conscient de ce qu'on veut améliorer, avec un focus total. Ça demande de sortir de sa zone de confort, d'analyser ses erreurs pour progresser. La qualité de l'attention prime sur la quantité de temps passé. D'accord, donc c'est pas juste faire et refaire, mais analyser, ajuster en permanence. Précisément. Et selon ses écrits, ce type de pratique renforce notre capacité d'attention, ça augmente la confiance parce qu'on voit les progrès réels, et ça réduit les erreurs. Et face au découragement qui arrive forcément, l'idée c'est de voir les échecs non pas comme une fatalité, mais comme une information. Une info précieuse pour ajuster sa méthode. Le progrès est graduel, jamais instantané.
Donc, en résumé, le grand changement de perspective que proposent ces sources, c'est de passer de «je veux des résultats tout de suite» à plutôt «je veux m'améliorer», même un tout petit peu, chaque jour. C'est vraiment le cœur du message, oui. Et peut-être pour conclure, laisser une petite question en suspens, une question qui découle de tout ça. Ce serait, quelle est la plus petite action concrète, vraiment centrée sur le processus et pas le résultat final, qu'on pourrait faire dès aujourd'hui pour avancer vers un objectif important? Se poser cette question, ça peut être un bon point de départ pour appliquer ces principes. Bonjour, aujourd'hui, on va explorer ensemble des passages clés de la pratique du mental, focus et maîtrise. Mhm. L'objectif, extraire des stratégies concrètes pour affûter notre concentration, renforcer notre discipline et puis aussi naviguer ces courants de la procrastination. Oui. On va essayer de mettre en lumière les idées fortes de ces textes pour une meilleure maîtrise de notre esprit au quotidien. Oui, et ce qui est vraiment passionnant dans ces écrits, c'est l'accent qui est mis sur la compréhension des mécanismes psychologiques. D'accord. Le focus, nos résistances internes, comprendre ça, en fait, c'est se donner les moyens d'agir plus consciemment. Alors, commençons par ce lien fondamental que les textes établissent entre discipline et concentration. La discipline, c'est pas juste une contrainte, c'est vu comme un socle. Oui, une base. Voilà. Ça favorise la régularité, le cerveau s'habitue, quoi. Et l'autocontrôle aussi, pour limiter les distractions. Avoir des objectifs clairs, ça aide aussi à élaguer le superflu. Et cette capacité à élaguer, elle est cruciale face à ce que les écrits appellent l'encombrement mental. Cet état où l'esprit est submergé de pensées, de soucis, de... Oui, de sollicitations externes. Exactement. Et la discipline, telle qu'elle est décrite ici, elle agit un peu comme un filtre pour clarifier cet espace mental. Mhm. L'exemple de Steve Jobs, d'ailleurs, avec sa quête de simplicité, ça illustre bien ça. Moins, mais mieux. Tout à fait. Moins, mais mieux. Alors, face à cet encombrement, les textes proposent des pistes concrètes. Il y a l'idée d'une détox digitale ciblée, Ah oui, pour reprendre le contrôle sur les interruptions technologiques. Et puis des techniques comme le vide-esprit, le brain dumping, le brain dumping, oui. Noter ses pensées pour libérer l'esprit. c'est ça. Souvent le matin ou le soir, pour vider un peu. Ce sont des approches qui ciblent à la fois les distractions externes et puis le bruit qu'on a à l'intérieur, hein. Oui, Les écrits mentionnent aussi l'efficacité du monotage, résister à cette illusion qu'on est efficace en faisant plein de choses à la fois. le fameux multitâche. Voilà. Et des pratiques comme la méditation, même courte, juste 5-10 minutes par jour, pour entraîner vraiment le muscle de l'attention. Un peu comme la technique Pomodoro, finalement, qui structure le temps pour garder l'intensité. Exactement, des cycles de travail concentrés, puis des pauses. Mais bon, appliquer tout ça, ça demande déjà une certaine discipline. Et c'est là qu'on se heurte souvent à la résistance, à la procrastination. Comment les textes abordent ce point? Alors, ils insistent sur le fait que c'est pas de la paresse, hein. Ce sont des barrières mentales, bien réelles. La peur de l'échec, parfois, le perfectionnisme qui paralyse, Oui, la peur de mal faire. ou simplement l'attraction pour le confort immédiat, l'évitement de l'effort. Ce qui est intéressant, c'est que les textes suggèrent que juste reconnaître lucidement ces schémas, c'est déjà le premier pas pour les désamorcer. D'accord. Et pour les surmonter activement, il y a cette approche centrée sur le processus qui est mise en avant. Oui. L'idée, c'est de déplacer l'attention du résultat final, qui peut faire peur, vers la constance de l'effort, l'engagement dans l'action elle-même. C'est ça aussi. Cultiver cette conviction que nos capacités, elles sont pas figées, qu'on peut apprendre, s'améliorer. Et dans cette optique, un échec, une difficulté, ça devient une information. Une opportunité d'ajuster. Voilà, une occasion d'ajuster le tir, plutôt qu'un jugement définitif sur soi. Ce changement de regard sur l'effort et l'échec,